merci effectivement pour l'accueil. J'espère que ça va être le plus interactif possible. L'objectif, c'est de partager au maximum les savoirs. Moi, j'y connaissais rien. Hein. Il y a quelques années, 3, 4, 2018, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et j'étais un couillon qui faisait juste ramener ses déchets, son sac au bon endroit, à peu près. J'aime bien parler chiffres et je trouve que le 1,5 milliard qu'on paye à l'Europe, alors celui-là ne me plaît pas, mais je vais faire une petite dédicace à mon associé qui est là-haut, Vincent. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 million? Si 1 seconde égale 1 euro. Longtemps. 13 jours. Ah, d'accord. Pour compter jusqu'à 1 milliard, Ouais, 3 millions. 32 ans. Ouais. Donc 1,5 milliard, c'est beaucoup plus qu'1 million. Donc si on peut faire éviter de payer... c'est marrant, c'est que 800 euros, c'est le prix à la tonne du PET. Alors, je vais essayer de prendre ça comme ça. Donc du coup, bon, on va faire un constat. Alors, je suis lillois et j'habite à Marseille depuis 20 ans, moitié lillois, moitié marseillais. Donc ça, c'est plutôt des photos de Marseille, mais finalement, ces photos, on peut les retrouver à chaque fois qu'on a des problèmes de collecte. Hein. Dédicace à nos amis parisiens il y a quelques temps. Un constat est simple, hein, c'est que nos poubelles débordent. Vous m'entendrez souvent parler plutôt que de déchets, de gisements ou de ressources, parce qu'en fait, la manière dont on les considère, là par exemple, effectivement, je vois plutôt des déchets, mais on pourrait aussi y voir des ressources, ou en tout cas des matières. Tout déborde, là aussi c'est des choses dont vous m'entendrez un petit peu parler, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant des tonnes, les déchets sont avant tout des volumes. Et nos poubelles débordent parce qu'elles sont pleines, pas parce qu'elles sont lourdes. Synchronicity, donc du coup, partant de cet amour des poubelles depuis 2019, on a un certain nombre d'actions. J'aime bien celui qui est avec les frites d'usager. Est-ce que vous savez combien Air France rachète l'huile de friture à Total, notre huile de friture usagée? 4,20 € le litre. C'est-à-dire que votre huile de friteuse, Total la revend à Air France à 4,20 €. Parce que c'est une obligation légale, les compagnies aériennes sont obligées de mettre une partie de biocarburant dans les avions et que c'est compliqué à trouver. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Tiens, la CMA-CGM. La CMA-CGM, donc transporteur connu, hein, leader du transport. Est-ce que vous savez quelle est l'énergie nécessaire pour faire un porte-conteneur aller-retour Fos-Shanghai par semaine? C'est-à-dire 52 allers-retours par an. 3,3 TWh. C'est l'énergie de la ville de Marseille. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Bon, ça c'était une des premières remorques. Il y a un couillon avec un drapeau de Marseille devant un tram, c'est mon cousin, et on s'est mis en tête de comment est-ce qu'on allait changer les centres-villes de Marseille. C'était le début de la collecte des cartons pour les artisans, commerçants, restaurateurs, qui mine de rien représentent un volume conséquent du fait de poubelles qui débordent. Et puis après, j'aime bien aussi, alors j'ai pas qu'une seule passion, j'ai les poubelles, mais j'aime bien aussi le vélo, et notamment la cyclo-logistique, d'où les petits vélos qui se baladent un peu partout. Pareil, hein, j'y connaissais rien, et quand on a réfléchi à quel était le moyen le plus efficace pour collecter en porte-à-porte les cartons, puis maintenant tous les déchets de nos centres-villes, ben, la cyclo-logistique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas simplement cool et décarboné, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et on pourrait prouver. Donc on a écrit le plan cyclo-logistique pour le ministère, c'est Barbara Pompili. Quand je l'ai emmené faire un tour de vélo à Marseille, qu'on appelait le préfet pour la prévenir, il m'a dit « Mais vous n'allez pas faire balader une ministre sur un vélo dans Marseille ?» Cherchez l'erreur. Le préfet, en charge du fait qu'on puisse se balader en vélo à peu près partout. Quelques chiffres, on va en voir beaucoup, j'espère pas trop vous saouler avec tout ça, mais je pense que les chiffres sont importants, ça permet de casser un peu les idées reçues et d'avoir des données factuelles. Est-ce que vous savez combien vous pesez en déchets par an? Alors il y a deux chiffres. D'un côté, 5 tonnes. Ça, c'est quand on vous prend et qu'on vous accumule les déchets du BTP, les maisons qu'on détruit, les routes qu'on construit, etc. Donc chacun d'entre vous, chaque habitant, ça pèse par an 5 tonnes de déchets. Puis ensuite, si on s'intéresse à vos déchets du quotidien, votre poubelle, la mienne, là on est plutôt sur 350 kilos. Donc chaque habitant, en moyenne, en France, produit 350 kilos de déchets par an. Ces déchets dont on va parler s'appellent des déchets ménagers et assimilés.
Le assimilé, c'est le petit artisan, commerçant, restaurateur, la pharmacie, votre fleuriste, etc. Ça représente que 20% des déchets en France, par rapport à l'ensemble des déchets, dont le BTP, dont je vous parlais. Par contre, ça représente 61,5% des dépenses. On va parler en milliards. C'est entre 12 et 13 milliards d'euros par an dépensés par l'ensemble de nos collectivités pour gérer nos déchets du quotidien. Donc 20% des déchets représentent 61% des dépenses. 50% des déchets, ce chiffre-là est exprimé en volume, c'est-à-dire que dans les centres-villes urbains denses ou dans des cœurs de noyaux villageois, les commerces représentent 50% des volumes des déchets de nos poubelles. Les cartons des commerçants de Marseille, c'est 15% des déchets de la ville de Marseille. Alors, Marseille, on est nombreux, 800 000 personnes. Nous, à Marseille, on va générer 410 000 tonnes de déchets. C'est 2 trains qui partent tous les jours de Marseille pour être incinérés sur le site de Fos, valorisés énergétiquement. 2 trains par jour. En volume, ça représente 2 stades vélodromes. Ça se met pas facilement sous le tapis, donc il faut bien s'en occuper. Donc 15% des déchets de l'ensemble de la ville de Marseille, ce sont les cartons des commerces. Ah oui, ça nous coûte combien? Ça nous coûte, on parle en millions, 300 millions d'euros. C'est la deuxième dépense de la collectivité, mais c'est le cas dans toutes les collectivités de France. Les déchets nous coûtent une blinde. Oui, comme vous avez vu, je vous ai parlé de vélo, donc on parle un tout petit peu de mobilité, mais c'est les chiffres aussi que je pense intéressants. 25% des véhicules qui circulent dans nos villes sont des véhicules de logistique. Donc qui transportent de la bouffe, des colis Amazon, en gros, tout ce qui a besoin de se transporter. Puis ils collectent aussi des choses, par exemple les déchets. Donc 25% des véhicules, et ça représente 30% des émissions de pollution, parce qu'évidemment, un camion pollue plus qu'une voiture individuelle. Les grandes métropoles de France, de notre territoire, combien de jours pour tomber en rate de bouffe? 2. C'est entre 2 et 3 jours. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous n'avez plus de camion qui livre, au bout de 3 jours, on va venir vous voir rapidement pour essayer de venir vous gratter quelques champignons et autres denrées comestibles. Et donc, c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc, la cyclo-logistique n'est pas n'est pas l'alpha et l'oméga de la solution, mais n'empêche qu'il y a une bonne partie et des colis et des déchets qui pourraient être collectés de manière plus efficace. Alors, pas par des petits vélos avec 2 sacoches. Nos outils de cycle logistique, ça transporte 180 kg et plus de 2 mètres cubes. Donc, ce sont des moyens logistiques. L'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça parle à des gens, l'économie circulaire? Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a un mec qui a fait fortune parce qu'il a transformé le carton en caviar. Alors là, vous êtes en train de me dire, ok, donc il a mangé des trucs bizarres et donc du coup, il est en train de divaguer. Non, en fait, ce mec, c'est l'inventeur de l'économie bleue, qui consiste en fait à considérer les déchets comme des ressources et comment, en regardant ces déchets autrement, il a construit des modèles économiques. Alors, comment il est passé de carton à caviar? Tout simplement, il a monté une société de collecte de cartons. Donc, il collectait les cartons un peu partout, il était payé pour ça. Avec ces cartons, il les a broyés, il en a fait de la litière équine. Donc, il vendait le carton comme litière équine, en broyant en petits copeaux. Puis après, il était payé pour récupérer la litière équine qui était amendée par le caca de cheval. Ce que je vous dis est vrai. C'est pas... Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est pas compliqué. Ensuite, grâce à ça, il a produit des vers de terre, des vers un peu spéciaux, qui ont permis de nourrir des esturgeons. Et là, vous avez compris la suite. Grâce à ça, il nourrissait du coup. Et puis après, il a racheté toute la filiale. Il a monté. Puis après, il est devenu très riche et il a monté une des premières marques. Son nom m'échappe. Je crois que c'est Ecolab, mais qui est une marque d'un produit que vous connaissez peut-être, un lessivier engagé. Donc le mec était payé à chaque fois. C'est-à-dire qu'il gagnait tout le temps. Il gagnait pour être collecté, puis il gagnait pour revendre, puis il gagnait derrière. Et puis après, il avait toute la filiale. Et donc finalement, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est cette manière-là de voir les choses autrement. Là, Vincent, mon associé, me demanderait de commencer par le recyclage, parce que c'est effectivement ce qu'on fait de pire. Mais je vais commencer par l'éco-conception. L'éco-conception, c'est en fait comment est-ce qu'on peut réussir à concevoir quelque chose en ayant une vision de la totalité de sa vie. L'éco-conception, c'est fabriquer une bouteille de pastis plus légère,
qui permettra du coup de générer moins de besoins en termes d'énergie et en termes de matière. Donc je fabrique une bouteille qui est plus légère. L'écologie industrielle. L'écologie industrielle, typiquement, c'est comment le déchet des uns devient la ressource des autres. On collecte des cartons d'un côté et puis vous avez de l'autre une boîte qui fait des expéditions. Pourquoi pas utiliser les cartons des commerces qui pourraient très bien être réemployés et qui du coup pourraient servir à la boîte qui elle fait des expéditions et a besoin de cartons. C'est marqué pharmacie, Panzani ou peu importe, on s'en fout. La fonction c'est bien d'être un carton qui permet de transporter des choses. L'économie de la fonctionnalité, ça c'est l'usage plutôt que la possession. L'usage plutôt que la possession, il y a un mec que je connais, Christian Brouillard, je vous invite à le suivre, il a inventé la pérennité programmée. Le mec, son slogan c'est « Je vais vous louer des scooters et je serai le moins cher que les Chinois ». Pourquoi ? Parce que je le fabrique en France. C'est quand même cool, fabriquer en France moins cher que les Chinois. Et en fait, dans son système à lui, il dit plutôt que de vous vendre un scooter qui va vous durer 2 ans, puis au bout de 2 ans, le truc va tomber en panne, et puis il faut le remplacer, je vous invite à repenser à votre dernière imprimante que vous avez dû acheter parce que c'est le prix des cartouches. Et en fait, lui a fonctionné comme ça, il a dit « Ok, je vais concevoir l'appareil qui va durer le plus longtemps possible, qui va être le plus facilement réparable. Et puis je vais pas vous le vendre, je vais vous le louer, et je vais vous le garantir. Donc si je vous loue un scooter pourri, ça va me coûter une blinde parce que je vais devoir venir le réparer. » Là, en fait, le mec, pas besoin, il a inventé un scooter, il a conçu un scooter qui est le plus facilement réparable. 49,90 €, le scooter électrique, entretien compris, je vous assure que c'est imbattable. Et ils sont super cool, ces scooters. Le réemploi. Bon, alors ça paraît basique. Le réemploi, comment retarder au maximum la fin de vie. Alors le réemploi, tiens, on parlait d'un carton. Vous avez un carton qui est un carton de transport, je le réutilise une deuxième fois, pouf, son empreinte carbone vient de diviser par 2. Parce que en fait, vous lui donnez juste une seconde vie. Je prends une cagette avec des carottes, je vends ça à mon restaurateur, je repars avec la cagette de la dernière fois, voilà, la cagette, elle a une deuxième vie, donc son empreinte est divisée par 2, et plus vous le répétez, et plus vous divisez son impact. La réparation, ça évidemment, plutôt que de jeter, ce matin on était dans une déchetterie, on a vu un magnifique VTT, il y avait la chaîne qui était manquante. Bon, résultat, il n'y a plus de chaîne, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette et j'achète un nouveau vélo. Ça peut-être la peine de réparer le vélo. Ça aurait évité d'en faire du morceau de métal, et ce serait devenu un beau vélo qui aurait eu une deuxième vie. La réutilisation, c'est quand l'appareil il est quand le truc est un petit peu abîmé, c'est comment on va faire en sorte de pouvoir lui donner une autre vie dans une fonction un peu différente. L'exemple du carton, c'est un très bon truc. Le carton est trop abîmé. S'il est de bonne qualité, hop, réemploi. S'il est de mauvaise qualité ou un peu trop abîmé, hop, réutilisation. Et je vais le broyer pour en faire un produit de calage ou de la litière équine. Et puis le recyclage, le recyclage, c'est ce qu'on fait de pire. Alors selon mon point de vue, après il y a pire, il y a jeter le machin dans un coin de forêt, alors mais bon, on n'est pas là pour ça. Le recyclage, est-ce que c'est une solution? Je vais vous donner le carton, vous avez compris, c'est mon ami. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut pour faire une tonne de carton? Pardon, alors du coup, combien de mètres cubes? Pour faire une tonne de carton, 50 mètres cubes. Donc pour produire une tonne, il faut 50 tonnes. Et pour produire une tonne de carton à partir de carton recyclé, alors il faudra moins de pâte à papier, un peu moins d'énergie, ok, mais sur la flotte, 48 mètres cubes. Donc en fait, je ne résous pas le problème en faisant du recyclage. J'ai juste limité certains critères, mais par contre, sur le critère de flotte, il m'en faut toujours autant. 48 mètres cubes pour une tonne, ça fait un peu réfléchir. Donc le carton n'est pas un produit magique. Je vais vous décevoir, mais si vous devez utiliser de l'usage unique, préférez un gobelet en plastique qu'un gobelet en carton. C'est comme ça, l'impact écologique d'un gobelet en carton est pire qu'un gobelet en plastique. Sauf si de nouveau vous l'abandonnez dans la forêt, où là il sera mieux dégradé quand c'est un carton qu'un plastoc. Bref, c'est cette manière de voir cette boucle globale qu'il faut avoir en tête. Parce que si vous ne voyez pas que cette boucle, vous n'attaquez le problème que sur un des spots, et du coup, vous ne voyez pas la totalité de la chaîne. Cette économie circulaire, elle est connue, reconnue. Comment sont fabriquées les lois? Alors, vous avez l'Europe, qui
a plutôt des bonnes idées en termes de loi, qui ensuite les décline dans les droits nationaux. Puis le national décline ça en région, et la région décline ça en Comcom, et la Comcom décline ça en mairie. Le problème, c'est qu'entre ce qui est pondu à Bruxelles, et puis c'est comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain chez nous, là, il y a un gap. Et donc cette difficulté, c'est plutôt comment est-ce qu'on rend des choses du territoire, et de temps en temps, ce qu'on appelle le bottom to top. En gros, comment les gens du terrain expliquent à ceux qui écrivent les lois que de temps en temps, ce serait pas mal de mettre un peu les mains dedans. Il n'empêche que c'est cette loi AGEC, qui est une loi qui va lutter contre l'anti-gaspillage et qui intègre complètement ces questions d'économie circulaire à l'intérieur, nous donne des grandes lignes que l'on doit suivre et qui font des plans régionaux, des plans municipaux, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je suis déjà bavard, mais voilà un peu vers quoi on tend. Donc ça, c'est pas une utopie, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un plan national qui est déroulé par l'Estradet, en l'occurrence l'Occitanie, qui met en place, et la Comcom ici doit suivre ça. Alors, est-ce qu'en 2023, on aura 100% de tri à la source des biodéchets? C'est un peu décalé en 2024, et c'est toujours pas vraiment le cas, je pense. Qu'est-ce qui est marrant? Tiens, 2025, moins 50%, alors les acronymes sont horribles, hein, mais en gros, c'est moins 50% d'enfouissement. Comment sont traités les déchets en France? 30% sont encore enfouis, 70% sont brûlés. Ça, c'est pas terrible. Ensuite, un peu mieux, valoriser de manière énergétique. Donc, vous brûlez, mais vous récupérez l'énergie de la chaleur pour en faire généralement de la génération. Vous produisez de l'électricité. Les meilleurs font l'électricité plus de la chaleur, dans ce qu'on appelle la cogénération. Et puis maintenant, vous avez des unités, ce qu'on appelle des unités de CSR, combustible solide de récupération. Donc là, c'est vraiment des usines qui sont faites pour optimiser les rendements de ce que vous allez cramer. Donc, eux, forcément, ils font de la production d'énergie, mais c'est souvent aussi couplé sur des réseaux de chaleur qui permettent d'alimenter des piscines ou des bâtiments municipaux qui nécessitent beaucoup de chaleur. Donc 30% enfouis, 70% brûlés, et après il y a différentes façons de brûler pour essayer d'en retirer un maximum. Donc 50% de déchets non valorisables, stockage, machin. En gros, ça veut dire qu'actuellement, la plupart des déchets des centres d'enfouissement sont plutôt à bloc, notamment sur nos territoires. On est bien saturé en termes d'enfouissement, c'est un peu compliqué de trouver de la place dans les trous. C'est déjà full. En 2025, demain, on va diviser par 2. C'est-à-dire que le préfet va dire, avant tu as le droit de mettre 100, maintenant tu as le droit de mettre plus que 50. Ok, comment je fais? Je me dirige vers les incinérateurs. Ah oui, mais le problème c'est que les incinérateurs, ils sont bien à bloc aussi. Et tous ces systèmes-là sont des systèmes industriels. En gros, on n'a pas le choix, hein. Si on ne réduit pas à la source, on ne saura pas quoi en faire. Avant, on avait la Chine, c'était pratique. Si vous vous rappelez les petits bateaux de la CMA-CGM, le principe est très simple, hein. On commande plein de trucs, hop, on reçoit les conteneurs, super. Bon, après, il faut faire repartir les bateaux, et comme on ne vend pas grand-chose, on a pris l'habitude de les remplir avec nos différentes matières, gisements, ou nos merde. Et puis on envoyait ça. Sauf que quand la Chine a dit maintenant ça suffit, j'en ai suffisamment, tout le monde s'est retourné, et là on a vu qu'on n'avait plus de solution industrielle. Parce que c'était bien plus facile d'envoyer tout ça très loin, et que maintenant il va bien falloir qu'on s'en occupe un peu. Donc voilà, donc c'est tout un plan sympathique, et donc en 2040, je vous assure que ça vient vite, il n'y a plus de film plastique usage unique. Plus de cello frais, plus de sacs plastiques, plus de trucs pour mettre la viande dedans, en gros, plus d'usage unique de plastoc. 2040. Voilà. Les REP. Alors les REP, ça c'est marrant aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est que des REP? Ça s'appelle la responsabilité élargie du producteur. En gros, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est très franco-français, c'est nous qui avons inventé ça en 93. Okay. Et le principe, c'est de dire, toi, Coca-Cola, tu vas me fabriquer une bouteille de Coca. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la bouteille en plastoc de Coca-Cola, ce qui nous intéresse, c'est le Coca qui est à l'intérieur. Bon, je prends Coca, j'aurais pu en prendre d'autres, mais comme c'est le plus gros fabricant de bouteilles dans le monde, ça peut être un bon exemple. Et en fait, dans ce qu'il nous vend, il nous vend un truc qu'on va consommer, le Coca, mais il nous vend aussi finalement l'emballage qui, lui, n'a qu'une vocation, c'est de nous vendre du Coca. Tu es donc responsable de mettre sur le marché un emballage qui est déjà un déchet. C'est-à-dire que quand il nous le vend, on sait très bien qu'une fois qu'on a fini la bouteille de Coca, on va acheter le truc et que ça va devenir un déchet. Pour ça, il paye une écotaxe.
Alors, ils payent. Ils payent à un organisme une écotaxe. Quand vous achetez une télé, vous avez vu éco-contribution. Bon, bah, ça, c'est la REP concernant tout ce qui est électronique. Donc, des 3E. Des équipements électroniques, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas Coca qui paye, c'est vous qui payez sur la facture d'éco-conception. Donc, par exemple, sur l'emballage, Citeo, peut-être que vous avez déjà vu des petits machins, Citeo, il y a un logo, on pense que le truc, ça veut dire recyclable, mais en fait, ça veut dire juste, non, j'ai payé l'écotaxe à Citeo. Combien gère Citeo? Alors, on peut reparler en milliards. 1,2 milliard. Et là, avec le nouveau Citeo Pro qui arrive, on va plutôt arriver aux alentours de 2 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un éco-organisme qui récupère du fric à tous ceux qui mettent sur le marché des choses qui vont générer des déchets, d'emballage. Hein. Parce qu'après, vous en avez un pour le pneu, vous en avez un pour les clopes, vous en avez un pour les chewing-gums, vous en avez un pour l'électronique, vous en avez un pour les jouets, vous en avez un pour absolument tout. Donc, il y a des reps par catégorie. Là, il y a une nouvelle rep qui est arrivée, c'est la rep du BTP. Ça va peser à peu près 2 milliards. Et en gros, bah, je vous vends, moi, j'en sais rien, Leroy Merlin, je vous vends un parpaing. Bon, bah, du coup, dans le prix du parpaing, j'ai une petite partie de la contribution qui va permettre de financer des collectivités notamment pour mettre en place les solutions qui vont traiter les déchets que je suis déjà en train de vous vendre. Voilà, donc vous avez vu, il y a plein de reps marrantes et chaque rep est un truc, un rep sur les médicaments aussi. Donc tout cela, alors c'est cool et en même temps moins, parce qu'en fait ceux qui dirigent les reps, généralement c'est ceux qui payent. Donc c'est les organismes indépendants, hein, mais forcément vous comprenez que Citeo qui vit du fait que vous avez des emballages, est-ce qu'il a un intérêt vraiment à ce qu'il y ait le moins d'emballage possible, parce que sinon il n'a plus de budget. On réfléchit en ce moment au niveau de l'État pour mettre un peu une sorte de chapeau, un petit gendarme qui viendrait contrôler un peu tout ça. Mais ça fait beaucoup d'argent, hein. Encore une fois les déchets nous coûtent un bras. Hein. Quelques chiffres, et ces chiffres-là, on sort du monde national et on arrive chez vous. Donc ça, ces chiffres, c'est chez vous. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand on a étudié, donc j'ai potassé tous vos bouquins de déchets depuis 2012, c'est ça, Vincent? 2014, merci. Et ces chiffres-là sont disponibles, hein, d'ailleurs, ils sont plutôt bien faits. Je vous invite à aller sur le site de la Comcom et vous avez l'ensemble de ces informations. Donc plein de tableaux, plein de chiffres. Que moi je trouve passionnant. Et ce qui nous a le plus surpris avec Vincent quand on l'a étudié, c'est la part de la déchetterie. Donc en gros, on a tonnage OM, poubelle noire, pour faire simple, en gros ce qu'on peut pas vraiment valoriser. Tonnage collecte sélective. Donc, collecte sélective, c'est ce que j'appelle moi le valorisable, la poubelle jaune. Donc là, ça regroupe la poubelle jaune, ça regroupe le papier et le verre, plus les cartons. Donc tout ce qui se valorise. Et puis la déchetterie, bah, ça c'est vos déchetteries sur le territoire. Et franchement, 63%, c'est un truc de fou. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc qu'est-ce qu'on a à droite comme tableau? Oui, c'est un comparatif par rapport à la France, c'est là où vous voyez le truc. Hein. Par habitant, donc vous êtes à 672 kg par habitant en déchetterie, la moyenne nationale est à 150. Donc vous surperformez les volumes en déchetterie. Encore une fois, c'est plutôt cool, je vais vous expliquer pourquoi. Sur le papier, plastique, carton, bon, un peu moins bon que la moyenne, mais comme vous avez des très bons chiffres en déchetterie, peut-être qu'une partie de ce qui aurait pu apparaître là est en fait directement déposé en déchetterie, ce qui est mieux pour la Comcom, parce que du coup, quand c'est vous qui allez déposer en déchetterie, vous comprenez que c'est moins cher que de faire venir des camions qui vous collectent en porte-à-porte. Et puis l'OM, vous êtes plutôt pas mal, hein, vous êtes un petit peu en dessous, donc vous produisez moins de déchets que la moyenne nationale. Donc bravo pour ça, 315 kg plutôt que 350. La vue générale. Oui, parce que ça vous coûte quand même un bras. Les déchets. Donc là, c'est la tendance donc, des dépenses. 2014, 2 millions, pratiquement 6. Et puis 2022, on est à 4,5 millions. Donc c'est la deuxième dépense des collectivités, hein, les déchets, 12 milliards en France. Donc 4,5 millions, hein, c'est une paille quand même. Et puis on voit, hein, là c'est les tonnages et la répartition par flux. Donc le gros vert là c'est la déchetterie hein, qui est toujours bien performante. Le collecte sélective qui est la petite barre du milieu. Et puis ce qui est en dessous en sombre c'est votre noir. On a un mystère sur 2021, alors on en parlait avec vos élus cet après-midi, on était ensemble et on a approfondi les chiffres, j'aurais pas le temps de le faire là, mais
En gros, il n'y a pas de secret. Plus vous produisez de déchets, plus ça vous coûte. Et plus c'est des déchets, plus ça vous coûte. Mieux c'est trié, moins ça vous coûte. Et je vous donnerai des liens si vous voulez creuser les sujets, où je répondrai tout à l'heure quand on répondra en question. Je suis en train de déborder complet, non, sur les timings. Ça va encore, Okay. encore quelques minutes. Alors, OM emballage. Alors, du coup, ces chiffres-là... l'évolution, ah ouais, ça c'est marrant. Vous avez une très bonne continuité entre le verre et les emballages. Alors ça aussi, c'est assez rare. Dans le Nord, on a beaucoup de verre, mais ça on picole pas mal. Et à Marseille, ça dépend des victoires de l'OM. Donc ensuite, les différents tonnages d'OM, avec une variabilité là, par contre, qui est assez importante. Donc bon, 2020 Covid, c'est national, la baisse des volumes. Donc pareil, il y a moins de gaz à effet de serre. C'est bizarre, quand tout le monde est chez lui sans bouger, tout d'un coup les niveaux de pollution sont très très faibles. C'est bien nous qui créons le souquin. Les déchets sont pas créés ex nihilo. C'est bien le reflet de notre consommation et de notre mode de fonctionnement. Emballage papier carton, ok, avec les coûts à la tonne, et puis l'OM et les coûts à la tonne. Alors on est à 350 € la tonne. J'ai une bonne nouvelle, ça va encore augmenter. Pourquoi ? Parce que pour inciter les gens à moins créer de déchets, on augmente ce qu'on appelle la taxe générale, la TGAP, taxe générale de, je sais plus, je suis nul en acronyme, je vous l'ai dit tout à l'heure. En gros, c'est une taxe que vous payez à l'État par rapport au fait d'avoir le droit d'enfouir. Elle est un peu moins chère quand on valorise de manière énergétique, mais l'enfouissement coûte très cher. Donc on augmente cette TGAP et à niveau égal de déchets, ça vous coûte plus cher parce que vous payez plus de taxes. Nos déchetteries. Alors, les déchetteries. Là, ce sont des chiffres qui sont exprimés en tonnage. Gardez toujours en tête ce que je vous expliquais. Avant d'être des tonnes, c'est avant tout des mètres cubes. Donc la répartition, les gravats, 36% des tonnes, on fait un petit peu de tonnes, 47 000 tonnes. Ensuite les déchets verts, 277, on est en milliers de tonnes. On est en milliers de tonnes, Vincent ? Merci. 22%. Les encombrants, puis le bois, et puis après ferraille, carton, etc. Écomobilier, donc ça c'est immobilier. Les 3 œufs, c'est les machines à laver, ce genre de choses. Alors ce qui est très surprenant, et je pense que là, ça illustre bien le propos qu'on parlait tout à l'heure, vous avez 3 déchetteries. Il y en a une qui traite une grosse quantité. Est-ce que j'ai les tonnages de Saint-Victor à Méjeanne ? Je pense pas, je l'ai pas là. Ok. Mais en gros, si je l'ai là. En gros, ça représente en quantité 47,8% des volumes, et par contre ça vous coûte 71,40%. « 71,4 » Ouais. Il y a un petit truc à creuser sur cette déchetterie, et en fait, on y est passé ce matin, c'est là où j'ai vu le vélo d'ailleurs. Je pense qu'on doit pouvoir faire des économies sur ce point-là, et je pense qu'on a un gros coût logistique. En gros, faire un aller-retour de déchets, donc les bennes qui sont envoyées sur 16 Cévent, ça prend un peu de temps, il faut 1h15 pour faire une rotation. Et le déchet vert est un déchet qui est extrêmement volumineux. Donc imaginez bien que le nombre de camions qu'il faut pour pouvoir transporter, on parle de plus de 30 allers-retours, pas que sur les déchets verts, mais en tout cas ça représente une grosse partie. Donc peut-être que de réussir à réduire les volumes à la source de ces différents déchets, le carton également est un déchet très volumique, à mon avis on pourrait gagner un petit peu sur le coût de transport. La saisonnalité, et on va finir là-dessus. Alors, j'ai compris tout à l'heure pourquoi en novembre le volume de verre augmente. On m'a dit que c'était parce que c'est là où les gens venaient faire les élagages, etc. Et que c'était souvent des moments de convivialité. Parce qu'on a le pic juillet-août normal, ça c'est accroissement de population. Quand on fait les courbes de population, on le comprend. Mais ce mois de novembre était pour moi un mystère. Alors c'est aussi le mois du Beaujolais nouveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le Beaujolais nouveau. Voilà, donc ça prouve bien que les déchets ne mentent pas. Nous, on collecte les déchets des artisans commerçants, restaurateurs. Je sais absolument tout de leur vie.
Donc les déchets, ne l'oublions pas, ce sont les reflets de notre consommation. Donc si on veut faire en sorte d'arrêter de dépenser de l'argent, en tout cas en dépenser le moins possible pour gérer les déchets, c'est un travail de tous, dans cette continuité, dans une vision d'économie circulaire, pour faire autre chose que simplement traiter des déchets qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup.